Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Claude Beaujour. Bonjour, vous êtes avocat, vice-président de France-Amérique. Bonjour, avec vous on va évidemment reparler des États-Unis. Jackie Isabello, consultant, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Bonne année. Bonne année évidemment à tous ceux que je n'ai pas vus encore. Nathalie Cohen, vous êtes responsable grand compte dans la finance et Gaspard Ganzer, consultant en communication. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Évidemment, l'actualité, c'est encore et toujours les États-Unis, les suites de ce qui s'est passé au Capitole. On l'a évoqué dans la première heure. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube qui bannissent Donald Trump. Twitter a rétabli son compte. Néanmoins, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la toute-puissance et la légitimité du patron de ces réseaux sociaux. Crise sanitaire, on va revenir sur les mesures annoncées par Jean Castex. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que vous avez compris quel était l'état d'esprit du gouvernement? Et puis les Français invités à réduire aujourd'hui leur consommation d'électricité à cause du froid. Alors là, on se dit qu'on est dernier au classement de la vaccination et on n'a pas d'électricité non plus, donc on n'a pas de pétrole, on n'a pas de vaccin et on n'a pas d'électricité, mais on doit bien avoir des idées dans quelque part. On va passer par, on va commencer avec notre petit tour de table habituel. Nathalie, on va commencer. Non, peut-être pas Nathalie, on va commencer avec Gaspard Ganzer et un coup de cœur littéraire. C'est vendredi lecture aujourd'hui. Oui, l'année 2021 commence quand même sous des auspices un peu inquiétants, donc les bonnes nouvelles sont rares. Et en voici une. Ouais. Le Goncourt, vous savez, a été attribué à Hervé Le Tellier pour son livre magistral que j'ai lu pendant les vacances, L'Anomalie. Et il se trouve qu'il en est déjà à 800 000 ventes. Ouais. Imaginez ce que ça veut dire, 800 000 ventes. Ouais, c'est énorme. Et c'est le deuxième Goncourt le plus vendu de l'histoire derrière L'Amant de Marguerite Duras. Et donc c'est une excellente nouvelle pour deux raisons. La première, c'est que les libraires avaient quand même beaucoup souffert en 2020 et grâce à ce livre et à d'autres, ils sont en train de se refaire. Et d'ailleurs, la rentrée littéraire est très riche avec Olivier Adam, Asmina Reza, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que les Français aiment lire quand même au final. Et ce livre n'est pas un livre simple, c'est un livre... Alors, c'est un livre qui se lit bien. Hein. C'est quand vous dites qu'il n'est pas simple par rapport à d'autres Goncourt, il est lisible, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, il peut se lire comme un polar, mais du point de vue de l'écriture, il est exigeant. Absolument. Hervé Le Tellier appartient à la famille de Loulipo, de Georges Perec et autres. C'est pas de la petite littérature, c'est de la très grande littérature, mais ça peut se lire effectivement comme un polar. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle pour commencer l'année 2021. Oui, c'est très accessible. Encore une fois, moi je l'ai lu aussi. Donc, il faut le lire. Et Gérard Collard nous disait juste avant que effectivement les librairies avaient extrêmement bien travaillé, donc c'est au moins une bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles et de grisailles. Jean-Claude, vous aussi, c'est un coup de cœur littéraire. Absolument, parce que je suis aussi un amoureux des livres. Moi, je peux pas encore lire les livres sur tablette, j'ai besoin du papier, j'ai besoin de voir les choses. Et donc j'ai un coup de cœur pour l'ouvrage de Mazarine Pinjot, La peur, qui est l'histoire d'une jeune femme qui est habitée par la peur. Alors au-delà de la dimension littéraire, c'est un sujet central dont on parle finalement très peu, qu'on aborde très peu dans sa profondeur, et je trouve que c'est pas mal amené avec des formes différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque nous vivons à la fois la période Covid, mais nous vivons aussi des tas de choses différentes, y compris des choses positives. Et je crois que explorer la notion de la peur que l'on a en soi ou que l'on peut avoir affronté, y compris des choses très très simples. La peur, ça peut être un sentiment furtif à un moment donné de la journée. C'est une bonne chose parce que ça nous ramène à une forme, à plus d'humanité et à plus de modestie. Voilà. Je vais en profiter pour enchaîner moi avec aussi un livre, La Grande Familia, le livre de Camille Kouchner que j'ai commencé et je n'ai pas terminé, mais j'étais extrêmement surprise par la qualité littéraire de son écriture, par finalement, au-delà de l'inceste, on a beaucoup parlé d'Olivier Duhamel, de l'inceste, mais c'est surtout la description d'une famille, d'un mode de fonctionnement, de ces post-68 arts. Et je suis vraiment, j'ai été prise. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Gaspard Ganzer. Pas encore, mais je l'ai acheté déjà. Et j'ai hâte de
Franchement, vous êtes happé par les premières pages. C'est écrit de façon extrêmement poignante et c'est une lettre d'amour à sa mère qui a été une mère 68 arts, donc avec une façon d'aimer ses enfants un peu particulière. Mais encore une fois, l'inceste fait à peine une page et demie, je crois. Mais c'est quand même la description d'un milieu social. Moi, j'en ai lu 100 pages et je suis vraiment... ce livre est très fort. Ça s'appelle La Familia Grande. C'est paru, c'est aux éditions du Seuil. Alors, on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Nathalie Cohen, vous, votre coup de gueule? Oui, c'est l'histoire d'un enseignant à Lyon qui n'a pas repris le travail, qui est en arrêt maladie depuis la rentrée. En fait, les enseignants de son collège sont en grève parce qu'il a été menacé par des parents d'élèves suite à l'hommage qu'il a rendu à Samuel Paty au mois de novembre. Ouais. Donc en fait, il est aujourd'hui, on va dire, sans soutien du rectorat. Et en fait, c'est pour ça que les professeurs de son collège se sont mis en grève. Donc je trouve ça, il a demandé alors une conciliation, une médiation avec la famille, qu'il accuse d'avoir parlé de Samuel Paty et d'avoir assimilé tous les musulmans à des terroristes. Ce qui évidemment il n'a pas fait, ce que d'ailleurs confirment ses collègues, mais toujours est-il qu'il est complètement... alors pas seul parce que justement ses collègues le soutiennent, les familles aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le collège en question, c'est le collège où Samuel Paty a enseigné, a démarré, dans sa carrière. Ouais. Donc je trouve ça assez pathétique. Moi, je connais une phrase qui dit malheur à celui qui oublie son histoire, il est amené à la revivre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être vigilant, plus que vigilant, il faut vraiment prendre de vraies mesures et le cas échéant, même porter plainte contre les parents, puisque là, pour le coup, c'est ce que, pour moi, c'est la seule chose que mérite cette histoire. On peut aussi parler de Fathia Boujalat, qu'on connaît bien, qui a demandé aussi la protection fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est attaquée par les départements Sud Éducation et CGT Sud parce qu'elle a signalé en fait des élèves qui avaient refusé de faire la minute de silence et de rendre hommage à Samuel Paty. Donc on en est là. Je vous renvoie aussi à Charlie Hebdo et à ce sondage qui dit qu'un enseignant sur deux s'auto-censure sur le thème de la laïcité. On a l'impression, je vous rappelle qu'on est le 8 janvier, le lendemain du 7 janvier, qu'aujourd'hui, c'est aussi la commémoration du meurtre de cette femme, Carissa Jean-Philippe, qui a été tuée. On en parle moins que des dessinateurs, mais il faut aussi rappeler sa mémoire. On a l'impression qu'on n'apprend pas beaucoup de l'histoire. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter, Gaspard, Danza. Oui, non, je trouve que c'est terrible parce qu'on avait tous été très marqués par ce qui s'était passé avec Samuel Paty, cette décapitation ignoble, ce crime terroriste insupportable. On avait le sentiment d'une prise de conscience de nouveau, mais après, l'actualité est tellement centrée sur la crise sanitaire qu'on finit par oublier qu'il y a cette fragilité de nos valeurs républicaines aujourd'hui et qu'il faut qu'on se batte au quotidien pour les défendre et défendre ceux qui sont chargés de les transmettre. Oui, Jean-Claude, oui, bien sûr qu'il faut commémorer. Moi, ce qui me choque très souvent, c'est l'absence de courage politique dans le temps. Le refus ou l'impossibilité de réaffirmer très clairement un certain nombre de valeurs, parce que, par exemple, Madame Cohen faisait état de cet enseignant qui est juste soutenu par quelques collègues, alors même que l'administration ne semble pas monter au créneau. Il faut arrêter d'avoir peur de réaffirmer les valeurs qui sont les nôtres, en tout cas les positions qui sont les nôtres, et je pense que l'absence de fermeté sur certains sujets laisse la porte ouverte à un certain nombre de comportements. Ouais, la porte ouverte à une forme de bêtise terrifiante, parce que quand on lit le compte-rendu de l'histoire, c'est quand même un père de famille qui n'est pas en France depuis très longtemps, qui ne comprend rien à rien à ce qui lui est expliqué, et qui se permet de faire un scandale. Et je rappellerai un reportage
reportage absolument remarquable qui a été fait dans les journaux la semaine dernière, rappelant l'histoire d'une association qui aide les migrants à apprendre le français pour bien s'intégrer. Ouais. Et dans ce compte-rendu, ils ont fait plusieurs fois état de tout un tas de migrants qui arrivent de pays dans le monde et qui sont heureux d'être ici et qui nous disent, très honnêtement, il faut que vous arrêtiez d'être aussi tolérants sur des choses qui ne sont pas négociables. Ouais. Vous avez des valeurs et nous sommes contents de les partager ici. Et il semble nous dire, maintenant que nous les partageons, on a envie que vous soyez à la hauteur de ce qu'on est venu trouver. Un peu comme si chez Mickey, vous voyez, la promesse consommateur n'était pas à la hauteur. Et j'ai trouvé ces témoignages de tout un tas de gens qui ont risqué leur vie, qui demain seront peut-être des futurs présidents de la République. Alors pas d'origine hongroise pour celui auquel je pense, mais peut-être d'autres origines. Et on doit préserver pour ceux qui apportent leur savoir-faire, leurs valeurs, ces valeurs républicaines. Et c'est pour ça que l'histoire de Cornecus. C'est pour ça que je parle de courage. Je pense qu'il faut arrêter les commémorations. C'est facile, entre guillemets, c'est facile. Ouais. Il faut faire preuve de courage au moment où les problèmes se posent et arrêter de prendre la fuite chaque fois qu'il y a un souci. Un auditeur m'envoie sur Facebook le déroulé, en fait, la chronologie des faits. Et effectivement, ce qui est saisissant aujourd'hui, c'est que l'enseignant a demandé à être muté à Lyon. Et donc, c'est l'enseignant qui est sanctionné et non pas l'agresseur. C'est quand même incroyable. Ils pensent même à quitter le métier, à nourrir les estomacs plutôt que les esprits. Donc c'est assez terrible en fait. Et moi, au-delà d'être... Et la plainte a été classée sans suite également. Et voilà. Alors et donc en fait, moi ce qu'il faudrait pour moi, c'est de la sanction finalement. On n'est plus là dans le fait qu'il faut taper du poing sur la table, mais à un moment donné, il faut aussi sanctionner parce qu'on peut pas ad vitam expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Ouais. Et sans résultat. Voilà. Allez, on va marquer une pause et Jackie, ce sera votre coup de gueule qui va nous amener sur le sujet de la vaccination. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité riche évidemment en ce moment. Jackie Isabello, alors on va parler des États-Unis évidemment et du revirement complet de Donald Trump avec un discours à l'opposé de ce qu'il avait pu prononcer avant-hier. On va y revenir et Jean-Claude Beaujour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de France-Amérique, avocat, donc vous connaissez extrêmement bien les États-Unis. Je rappelle les intervenants aujourd'hui. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, Nathalie Cohen, cadre dans la banque, et Gaspard Ganzer, consultant en communication. Alors, Jackie, un coup de gueule, on va parler de la vaccination. Oui, j'ai été... tout le monde sait que le gouvernement a enchaîné depuis pratiquement un an maintenant de nombreuses erreurs de gestion de crise et aussi de communication de crise. Et la dernière, sur la vaccination, j'ai été stupéfait d'entendre les gens du gouvernement, mais aussi parfois des gens de cette profession, expliquer qu'il ne fallait pas mettre en scène ce qu'on appelle nous des leaders d'opinion, donc des ministres, des artistes, qui prendraient l'initiative de se faire vacciner pour entraîner une population qu'on sait réticente à se faire vacciner. J'ai été vraiment stupéfait d'entendre ce genre de choses, alors que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt demander à Jean-Jacques Goldman de réunir sa bande d'Avengers enfoirés pour donner l'exemple, parce qu'on est trop réticents, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, le vaccin Valérie, et j'aimerais, parce que notre ministre de la Culture, ce matin encore, disait qu'elle ne s'était pas fait de religion sur est-ce qu'elle doit se faire vacciner. Écoutez, un ministre, ça a une voiture, des chauffeurs de sécurité, un cuisinier, on est plusieurs autour de ce plateau à avoir travaillé dans des ministères, dans des cabinets, ils ont certains passe-droits, ça fait partie de la fonction. N'expliquons pas aux Français que ça serait un passe-droit de se faire vacciner devant les caméras. Il faut entraîner le pays, il faut que tout le monde y aille, et je suis stupéfait qu'on défende ces positions, entretenant ainsi un mouvement d'anti-vax qui n'a pas besoin qu'on soit sympa avec lui. Quand j'entends le ministre de la Santé... Ça a été la stratégie du gouvernement, quand même. Alors, quelqu'un qui a fait 1 heure de communication de crise dans sa vie, il sait que la première étape qu'on fait, c'est on établit des cartographies contre qui on va se battre. Et la première chose qu'on dit, c'est les plus réticents... On les convaincra pas, je veux dire, on s'en occupe pas. Et là, on va essayer d'être sympa avec les anti-vax. Bon voilà, encore une fois, on va s'aborder cette période qui normalement devrait permettre aux artistes de percevoir quand est-ce qu'ils vont retravailler, aux gens du tourisme de percevoir quand est-ce qu'ils vont retravailler, nous tous de percevoir quand est-ce qu'on va pouvoir se marrer autour d'une bonne côte de bœuf et d'un petit verre de bière ou d'un petit verre de tiponche. Et avec des attitudes pareilles, on continue d'entretenir cette espèce de morosité naturelle, le sentiment que cette crise est toujours
mal géré. Ouais. Gaspard Ganzer sur la com de crise, effectivement, et sur le problème de stratégie. Malheureusement, c'est un exercice difficile, mais pour dire les choses très simplement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Le Premier ministre, le président, il a déjà eu le Covid, mais tous les ministres, et notamment ceux qui ont plus de 70 ans, ils sont plusieurs au sein du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, Roselyne Bachelot, doivent se faire vacciner, mais sans attendre et sans aucune hésitation. Et ils doivent le mettre en scène, le filmer, le photographier, comme ça a été fait par Biden et Kamala Harris. Première chose. Et la deuxième chose, c'est, au-delà du fait que c'est nécessaire du point de vue de l'intérêt général, c'est même nécessaire politiquement pour la majorité présidentielle. Parce que ce qui est certain, c'est que les macronistes, la majorité présidentielle, sont plutôt des rationalistes ou des rationnels, on va dire, progressistes et pro-vax. Donc, même pour des raisons politiciennes, ils auraient intérêt à le faire. Oui. Oui, je pense qu'à un moment, il faut avoir une position qu'on assume clairement. On ne rattrapera pas les minoritaires. De toutes les façons, dans cette histoire, vous aurez toujours un petit fond complotiste ou attentiste. Moi, j'ai tout entendu. J'ai entendu que ce sont les forces de l'argent qui se sont arrangées pour qu'on ait ça et pour qu'on puisse faire un vaccin qui rapportera beaucoup d'argent. Donc, à ce rythme-là, on ne fait plus rien. J'ai envie de leur dire, so what ? Même s'il y a eu un complot et que le vaccin, que le virus nous a été imposé, qu'on a créé ce vaccin pour nous... j'ai envie de dire, so what ? C'est pas au milieu de la guerre qu'on se pose la question pourquoi est-ce que la guerre a commencé. On commence par se battre et puis après on verra, on réglera les comptes après. Je parlais de courage politique, c'est ça pour moi le courage politique. Un peu de fermeté de temps en temps, ça fait du bien. Nathalie Cohen, sur ce que dit Jacques Isabello, c'est-à-dire sur la valeur de l'exemple qui n'a pas été donné. Un exemple flagrant, qui est parlant, c'est en Israël, il y avait un quart des Israéliens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Le fait que Benjamin Netanyahou passe à la télé et se fasse vacciner, ça a changé la donne. On voit aujourd'hui où est-ce qu'on en est en termes de vaccination en Israël. Donc, bien sûr que c'est utile et bien sûr qu'il faut le faire. On va se poser des questions sur ce sujet. Je voulais... hier, Jean Castex s'est exprimé assez longuement, accompagné d'un certain nombre de ministres. Moi, je n'ai pas compris le message. On a fait un petit montage avec notre réalisateur Pierre-Yves, parce que c'était un peu contradictoire. 2021 sera l'année de l'espérance. La positive attitude. La situation relativement maîtrisée de l'épidémie en France ne doit en effet pas nous induire en erreur. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, aujourd'hui fermés, le resteront encore. Voilà. Donc la positive attitude, l'année de l'espérance, ça commence comme ça. Mais enfin, les restaurants restent fermés, les salles de spectacle restent fermées, les salles de sport. Le virus est plus grave. On n'a pas tout monté évidemment, mais le virus la variante anglaise est de plus en plus contagieuse, va être de plus en plus contagieuse et peut-être dangereuse chez les plus jeunes. Donc je vois pas très bien en quoi c'est l'année de l'espérance. Et le monsieur Vaccin vous explique que la logistique c'est pas grave. Je pense qu'il faudrait mettre ce monsieur autour d'un aréopage de généraux, pour qu'il leur explique écoutez, je vais faire la guerre au Mali, puis je ne vais pas m'intéresser à la livraison de chars, à la livraison de matériel de transmission. On va tous y aller en disant il faut faire la paix. Enfin, c'est assez... Gaspard Ganzer, à quoi elle a servi cette conférence de presse hier ? On n'en a pas retiré grand-chose, si ce n'est... je pense que quand même... Allez-y. Non, je pense que la petite musique, en réalité, c'est moins les nouvelles mesures qui comptaient que ce qui a été dit sur la politique vaccinale, parce que sans le dire, le gouvernement change totalement de méthode et accélère, parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient totalement raté le démarrage. Ils avaient sous-estimé l'effet de la comparaison entre la France et les autres pays. Donc je pense que c'est ça la principale information, même si je pense qu'elle aurait pu s'accompagner d'un acte de contrition, de mea culpa, qui fait toujours du bien en fait. Quand vous écoutez quelqu'un en disant écoutez, on s'est trompé, on a mal commencé, on se rattrape, je pense que ce serait pas mal. Après, sur les nouvelles mesures, moi, je pense qu'ils ont plutôt décidé de rester dans le statu quo avec un léger durcissement. Mais moi, tout à fait personnel, je trouve que cette situation d'entre-deux n'est pas satisfaisante et je préférerais qu'on soit beaucoup plus dur tout de suite plutôt qu'on reste comme ça dans cette sorte de zone trouble pendant encore 6 mois.
j'en ai vraiment ras-le-bol pour tout vous dire. Je pense qu'on aurait dû confiner beaucoup plus confiner beaucoup plus durement au lendemain de Noël. Et comme ça, on casse vraiment la courbe épidémique. Là, on reste entre 15 000 et 20 000 cas. Ça va durer très longtemps. Ouais, moi, j'avoue que j'ai pas vraiment compris encore une fois les annonces. Hier, il y a Catherine qui nous dit parler du click and collect, arrêt de travail. Vous téléphonez à la caisse primaire d'assurance maladie et hop, un arrêt de travail, 100 jours de carence. C'est vrai que c'est des mesures, quand on veut relancer l'économie, qui sont assez étonnantes et pas très rigoureuses, Jean-Claude. Alors, sur la question à quoi a servi cette conférence de presse hier, où on était, le cul entre deux chaises, et pas sur des mesures très concrètes. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la communication politique, mais une chose que je comprends, c'est que, on ne nous propose pas de calendrier. Ce que peut-être le gouvernement ne perçoit pas depuis un certain temps, c'est que ça fait quasiment 1 an que nous sommes confinés, quasiment 1 an que nous sommes dans cette situation. Alors, il y a les restaurateurs, il y a le monde de la culture, mais j'ai envie de dire, plus généralement, il y a chacun d'entre nous, et on entendait Gaspard Genzer dire que lui-même, il en a marre. Nous en avons tous marre. Tous marre, et ça devient pénible à un degré différent. Et ce que nous aimerions avoir, c'est tout d'abord une parole un peu plus juste. Moi, j'interrogeais un médecin sur une chaîne de télévision qui, en matière de vaccination, je lui disais, tous éléments confondus, à quelle date pourriez-vous penser que la masse critique de vaccinés nous permettra de reprendre une vie normale? Pour lui, ça serait plutôt juin, juillet. Donc en réalité, lorsqu'on nous a dit, vous verrez, le vaccin arrive et tout sera bien, non, en fait, nous sommes partis jusqu'en juin-juillet aujourd'hui. D'une part. D'autre part, le vaccin ne va pas tout régler, ce qui veut dire qu'on va devoir maintenir malgré tout une sortie qui sera une sortie organisée. Donc j'ai presque envie de dire, il faudrait peut-être insister là-dessus, et deuxièmement, nous proposer un calendrier. Je sais que ça n'est pas facile, j'imagine que ça n'est pas facile pour le gouvernement de dire, écoutez, pendant 6 mois encore, ça sera dur, mais il vaudrait mieux préparer les esprits, avoir quelque chose de clair. Si on nous dit que pendant 6 mois, dont 3 mois très sévères, nous aurons un calendrier, mais nous dire de 15 jours en 15 jours, on ne sait pas. C'est extrêmement, on parlait de la peur tout à l'heure, c'est extrêmement anxiogène, et ça n'augure de rien de très bon. Oui, on voit, c'est un auditeur qui me le signale, effectivement, que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Mais c'est les contradictions qui sont très très étonnantes. Que le gouvernement ait des difficultés, personne ne le nie et personne ne lui reproche. Après les masques, on lui a dit il aurait fallu faire état aux Français des difficultés parce que les Français ont étaient les premiers à se coudre des masques. Ils n'ont pas attendu de les trouver dans la grande distribution. Moi, dans mon entreprise, j'ai trouvé une couturière et on les a fait coudre et on les a distribués. Ce qu'on leur reproche, c'est de nous dire c'est pas facile, mais de l'autre côté, de nous expliquer que la politique vaccinale, si elle est retardée de 6 jours, c'est pas grave. Non, mais attendez, imaginez, transposons l'exemple. Vous avez une catastrophe à Saint-Martin et vous expliquez aux gens que ça va arriver dans 6 jours ou 9 jours, c'est pas bien grave. Non, il y a des gens qui meurent chaque jour parce qu'ils ne se sont pas vaccinés. Eux qui sont obsédés par le devenir juridique de leur situation. Quand demain, ils vont devoir justifier, cher maître, de l'argument de dire on n'est pas à 6 jours 9 près quand on est dans une crise qui tue des gens. Comment, de manière rationnelle, dans un pays qui a placé Aristote et Platon en tant que socle de sa pensée rationnelle, comment on peut dire aujourd'hui encore des choses comme ça? Donc l'idée, c'est pas que les auditeurs pensent que nous critiquons les difficultés du gouvernement. On critique le fait qu'il y a des arguments qui sont tout à fait inentendables. Nathalie Cohen, sur à quoi a servi cette conférence hier? Oui, en fait, moi, il y a juste quelque chose que j'ai relevé. Apparemment, dans l'allocution, il est question de reculer la vaccination de la deuxième injection à 6 semaines. Ce qui n'est absolument pas envisageable. Et en fait, je ne comprends pas du tout d'où sort cette information. Et effectivement, il faut cesser, je pense, de raconter, de venir comme un touriste, je pense, devant les Français. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il faut on a quand même un gros arrêter de les infantiliser. Effectivement, alors on va marquer une pause. C'est vrai c'est une situation difficile. Le gouvernement, on a envie de dire, se retrouve comme tous les gouvernements du monde face à une crise inédite, mais ce sentiment d'improvisation quand même qu'on ressent nous en France. Effectivement, vous avez raison de souligner cette histoire. J'ai vu des médecins
médecins qui réagissaient sur cet écart qui n'est pas censé exister et qui n'a aucune valeur médicale, scientifique, on a du mal à comprendre. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous parlons de l'intervention hier, de l'allocution de Jean Castex, avec effectivement des contradictions, des imprécisions, ce que vous évoquiez, Nathalie, sur l'écart entre la première et la deuxième vaccination, et puis des remontées du terrain qui nous disent que ce qu'annonce le gouvernement n'est pas réel. Des EHPAD privés disent qu'ils n'ont aucune information sur la livraison de doses. Donc, et puis cette question, qu'est-ce qu'on attend? C'est un peu ce que disait Gaspard Ganzer, pour reconfiner complètement, alors qu'on sait que le variant anglais est arrivé, qu'il y a urgence à vacciner. J'entendais un médecin hier sur une antenne qui disait que effectivement le vaccin mute et que plus on attend, plus il va muter et moins le vaccin sera efficace. C'est une décision difficile à prendre, Gaspard Ganzer, le reconfinement total. Je pense que le gouvernement redoute cette décision d'avoir à la prendre pour des raisons essentiellement économiques. D'une part, parce que la croissance se porte très mal en ce début d'année 2021, après une récession record en 2020. Et d'autre part, ils craignent pour le moral des Français. Mais malheureusement, je crains qu'on n'échappera pas des mesures de nouveau très dures. On aurait tous aimé que la politique vaccinale porte ses fruits au cours du premier trimestre. Ça ne sera pas le cas. Visiblement, il y a un variant qui arrive. Visiblement, le virus s'épanouit quand il fait froid et l'hiver est loin d'être fini, il commence. Donc, il vaut mieux en tirer les conséquences, casser la courbe épidémique pendant quelques semaines, pour pouvoir espérer en avril peut-être repartir du bon pied. Sinon, jusqu'à l'été, on a les pieds dans la colle. Alors, est-ce que le gouvernement ment sur les doses aussi? C'est une des questions. Alors, cette phrase aussi... Non, il ment pas. Alors, juste là-dessus, je ne pense pas qu'il ment. C'est que les informations sont connues, c'est-à-dire que la commande au niveau de l'Union européenne ne permet pas de vacciner l'intégralité de la population d'ici l'été, compte tenu du nombre de doses qui ont été produites. Donc, ils sont en train de réévaluer aujourd'hui les commandes à réaliser, mais aujourd'hui, à date, il n'est pas possible de vacciner plus de 1 ou 2 millions de personnes, tel que le gouvernement le dit depuis le début. Oui, mais en disant priorité aux EHPAD. Et ce matin, Sophie de Menton, qui est à la tête du mouvement patronal éthique, a reçu un mail d'un établissement, d'un EHPAD privé, qui lui dit je vous confirme que notre établissement n'a pas les moyens de vacciner son personnel médical et paramédical, faute de vaccins, alors que nous assurons la prise en charge des patients Covid. Nous aurons peut-être lundi une dotation provenant de l'hôpital public, 5 flacons permettant la vaccination de 20 personnes, 20 à 30 personnes. C'est entre le terrain et ce qui est annoncé, ce n'est pas vrai que dans tous les EHPAD, on pourra vacciner. En tout cas, ça va prendre plus de temps qu'on le souhaiterait. Oui. Qu'on le souhaiterait, oui. Jean-Claude, sur cet aspect-là des choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous est confirmé par des médecins qui sont à peu près fiables que la vaccination, la masse critique de vaccinés en France, tous éléments confondus, serait à attendre plutôt pour le mois de juin, voire juillet. Donc, lorsqu'on nous fait croire, lorsqu'on nous dit en mars-avril, les choses seront bien, non, en mars-avril, on ne sera pas en train de redécoller. C'est-à-dire qu'on est quasiment, pour qu'on retrouve un semblant de vie et donc un redécollage de notre économie, on est plus déjà sur du septembre-octobre. Nina nous dit, il a parlé pour ne rien dire, Castex, et on ne reconfinera pas, je vous le dis. Moi, Nina, je vous dis qu'on va reconfiner. Ouais. On verra. Il est temps en tout cas qu'on s'interroge clairement sur le dispositif, et encore une fois, on ne nie pas les difficultés du gouvernement. Nous ne remettons pas en question le travail formidable de tous les soignants et du ministère de la Santé, mais on rentre dans une phase qui répond plutôt à des règles qui appartiennent à des militaires ou à des gens qui savent faire la guerre sur le terrain, comme le dit le président de la République. Et c'est vrai que je lisais encore ce matin que dans une ampoule, on peut faire entre 5 et 7 injections. Eh bien, nous, on va avoir un traitement médical. On va gâcher un peu comme on gâche des boîtes de médicaments, alors que... Oui, mais pourquoi on ne s'inspire pas des autres pays? Regardez ce qui s'est passé en Israël, où ils ont mis en place un système par WhatsApp où des gens ou des soignants se signalent. Quelle est son origine? C'est quoi? C'était le chef d'état-major des armées. En Israël, tout est géré selon la logistique de gens qui sont passés par Tsahal et par ailleurs. Et ils ont une intelligence pratique des choses qui fait qu'à un moment, ils ne s'interrogent pas sur ce genre de détails. Et c'est pas la logistique suivra, c'est la logistique avant primordiale. Et aujourd'hui, on a des gens très intelligents
qui font de la controverse scientifique et on les remercie de nous les expliquer l'incertitude, mais maintenant on doit déployer pour aller très très vite et retrouver la vie d'avant. C'est pas le même métier. Je prends un exemple. Quand à un moment vous avez Georges Olin qui dit à l'inspecteur de Monuments de France et qui lui dit écoutez, taisez-vous, j'ai compris vos choix artistiques, mais pour l'instant on doit reconstruire. Oui, pour l'instant Olin, il faut pas qu'elle s'écroule. C'est le général qui est en charge de la reconstruction. Exactement. Il lui a dit on parlera des choix et des partis pris artistiques. Pour l'instant, cette œuvre d'art qui fait partie de notre patrimoine ne doit pas s'écrouler, donc s'il vous plaît taisez-vous. Et il a mis en ligne tout le monde. Il faut que quelqu'un mette en ligne tout le monde. Il doit avoir des étoiles sur les épaules et il doit être capable de leur expliquer comment on fait la guerre. Nathalie Cohen. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque ici en France. C'est encore une fois, loin de moi la volonté de taper sur le gouvernement, puisque personne n'a de la science infuse par rapport à ce type de situation inédite, mais effectivement, il faut cesser d'arriver comme un touriste ou comme un philosophe ou comme quelqu'un qui vient dans un débat juste comme ça, sans solution réelle, sans solution réelle et ferme et définitive. Et c'est ce qu'on a, on a cette impression malheureusement, et c'est ce qui est un peu dommageable parce que la crédibilité finit par se perdre et au-delà de ça, et la confiance. Et la confiance, la crédibilité, la parole publique. Oui, et la parole publique. Un auditeur me dit les ARS interdisent l'utilisation des 6e doses de vaccins. C'était un reportage dans le quotidien hier, contrairement aux autres pays. Là aussi, on se demande pourquoi. Mais c'est ça, mais Washington a gagné la guerre en faisant injecter la variole à ses troupes. Il a dit il faut que je gagne le terrain. Il leur a dit on va tous vous inoculer la maladie. Et il a découvert une méthode qui était précurseur du vaccin. Il a pris une décision sur le terrain, voyant bien qu'il allait perdre ce combat. Quand on se pose des questions sur faut-il jeter la... Non, mais la 6e dose, c'est très important. Je crois qu'effectivement, en termes de méthode, pourquoi est-ce que visiblement il n'y a pas toujours ce réflexe-là? C'est parce que certains manquent de conscience, j'ai envie de dire, de la culture du résultat. C'est-à-dire qu'au-delà de l'annonce, quand vous avez en tête une stratégie, ce qui compte, c'est pas simplement de convaincre et de faire une annonce, c'est de vous dire qu'en bout du bout, vous aurez le résultat et vous direz, moi, je suis comptable du résultat. Et lorsque vous êtes et que vous devez être comptable du résultat, là vous vous préoccupez de la logistique, vous vous préoccupez de la dimension opérationnelle, et quand on voit qu'on a mis en place, on a annoncé un certain nombre de choses et qu'après on a réalisé que on allait s'interroger, on a des gens qui vous disent mais on n'a pas pensé que oui, à partir du moment où on élabore un projet, on pense tout de suite à sa phase opérationnelle, on n'annonce pas le projet sans avoir avancé. Moi je peux faire une proposition, Valérie, sur votre... Attendez, Gaspard voulait réagir. Gaspard. C'est à Gaspard que je voulais faire une proposition. Juste pour dire, je vous donnerai la parole tout de suite, bien évidemment, mais moi, j'ai mal à mon État et j'ai mal à mon pouvoir exécutif. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise depuis 3 ans, mais j'ai été fonctionnaire de 2012 à 2017. Et l'administration française, on pouvait au moins lui reconnaître une qualité jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle était peut-être pas très opérante pour transformer le pays dans le long terme. En revanche, elle était très efficace en période de crise. Moi, j'ai travaillé en préfecture, j'étais à l'Élysée au moment des attentats. On peut dire ce qu'on veut, mais face à l'urgence, l'administration française se mobilise et elle sait réagir. Le problème, c'est que là, l'administration française n'a pas su réagir de façon satisfaisante. Pourquoi ? Parce que le pouvoir exécutif, et les mots comptent, pouvoir exécutif, il est là pour exécuter, a failli dans sa capacité d'exécution. Parce qu'il y a de l'instabilité ministérielle, parce qu'il y avait peut-être, il faut le dire, aussi un manque d'expérience, non pas du président de la République qui lui connaît bien l'État, non pas du Premier ministre Édouard Philippe ou Jean Castex qui connaissent bien, mais quand même un personnel politique ou dans les cabinets ministériels qui est quand même très junior. Ça manque de seniorité, ça manque d'expérience et ça manque parfois aussi d'autorité vis-à-vis d'administrations qui ont besoin d'être cheffées, comme aurait dit Jacques Chirac. Il n'y a pas de... Alors, moi, j'ai une proposition à faire sur votre plateau, puisque Gaspard Banzer, je crois, a fait la même promo qu'Emmanuel Macron, et que le tout Paris politique s'interroge sur que va faire Monsieur De Villiers demain, qui n'a pas plus envie d'être candidat à l'élection présidentielle que moi de devenir éleveur de chèvres dans le Larzac. Eh bien, il faut demander à Monsieur Ganzer qu'il envoie un SMS à Monsieur Macron pour lui dire voilà une belle mission, pour qu'il mette tout le monde d'accord et que l'ensemble des administrations soient en ligne pour y arriver, parce qu'elles peuvent y arriver. Gaspard Ganzer a raison de rappeler qu'au ministère de l'Intérieur, à l'armée, il y a des centres qui savent gérer les crises de manière extrêmement efficace. Elles sont mal utilisées. Il faut mettre un grand personnage qui sera capable de mettre tout le monde d'accord, qui soit un grand mandarin
universitaire du domaine de la santé ou un exécutant au fin fond d'une préfecture. Allez, on a un auditeur, Serge, qui est avec nous en ligne. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Vous voulez pas de Marseille. Oui. Mes meilleurs vœux pour l'année. Bonne année à vous. Et voilà, alors, en espérant qu'elle ne sera pas pire que 2020, parce que je pense qu'en creusant, il y a moyen de faire pire. 2021 sera l'année de l'espérance. Voilà, écoutez notre Premier ministre. Mon propos est le suivant. Sur Sud Radio, vous avez fait des sondages avec les réseaux sociaux, tout ça, et vous avez bien constaté que la majorité du public, je ne pense pas qu'il soit concentré sur Sud Radio, est contre le vaccin. Je suis artisan de taxi. Contre ce vaccin-là. Moi, je suis artisan de taxi. Je peux vous dire que j'ai fait un petit sondage comme ça, pour moi, pour savoir, un sondage que je fais moi. Et je ne pense pas que toutes les personnes qui soient contre ce vaccin soient concentrées dans ma voiture non plus. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas 10% des personnes qui veulent se faire vacciner. Les personnes ont plus peur du vaccin que du virus. Pour ma part, si vous me trouvez un vaccin contre les accidents de la route, je veux bien le prendre parce que j'ai plus de probabilité de finir dans un accident de la route qu'avec le Covid, étant donné qu'à Marseille, la létalité est de 0,000 et des poussières 1%. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne peux pas croire, je ne les crois pas. Je n'ai aucune confiance dans le gouvernement et je ne vois pas pourquoi. Moi, je suis en bonne santé. Alors, si le monsieur qui est avec vous dans le studio, qui prend le vaccin, il peut s'en faire 10, c'est son libre arbitre à lui. Mais mon libre arbitre à moi, c'est mon libre arbitre à moi. Oui, mais Serge, le vaccin... Alors, je vais vous dire, vous êtes en bonne santé. Moi, j'ai 2 amis proches qui ont eu le Covid, qui étaient en bonne santé et qui ne sont... Ils se protègent, mais mais ce que je veux dire, c'est pas parce que vous êtes en bonne santé que ça peut pas vous tomber dessus non plus. Mais vous avez raison, chacun fait comme il veut. Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vaccinons les gens qui veulent se faire vacciner. Absolument. Et les autres, ils seront d'une certaine manière, il y aura une immunité j'en sais rien, mais très bien, c'est effectivement le choix de chacun. Ils pourront pas aller voir l'OM parce qu'ils pourront pas rentrer dans un stade et on verra comment ça fait à Marseille. Je ne pense pas qu'on ait dit ici qu'il faille rendre le vaccin obligatoire à chacun et à ceux qui ne le voudraient pas. L'idée, c'est de dire que ceux qui le veulent doivent pouvoir se faire vacciner rapidement. Voilà. Oui. Et alors, on va marquer une pause. Effectivement, Juliette me rappelle le sondage IFOP, 51% des Français veulent se faire vacciner. Il y a un autre sondage, je crois, Elab, 58%. Donc les chiffres sont en train de bouger. Mais je sais que vous ne croyez pas non plus au sondage. Mais voilà, c'est un instrument de mesure tout de même. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des États-Unis. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Gaspard Ganzer, Nathalie Cohen, Jean-Claude Beaujour, Jackie Isabello. Le roi est nu ce matin. Jean-Claude Beaujour, on parle de Donald Trump qui, après avoir encouragé ses troupes à marcher sur le Capitole, hier soir, a prononcé une allocution qui était des plus raisonnables et raisonnées en annonçant que la transition se passerait bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et il a senti le vent du boulet, il a eu peur de Mike Pence. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi j'ai d'abord une pensée pour les 4 ou 5 victimes, je ne sais pas où on en est, qui sont mortes, et j'ai dit 5 victimes, tout cela pour rien, parce que cette manifestation a eu lieu en vue d'empêcher ou de ralentir une certification qui, de toutes les façons, ne pouvait que se faire, Mike Pence n'ayant aucun pouvoir au regard de la loi, de faire bouger les choses, et j'ai envie de dire, le président le savait, et là-dessus, il doit certainement pas être très bien avec sa conscience. Il a 5 morts sur la conscience, si on le dit très clairement. 5 morts sur la conscience. Alors, vous savez que cette histoire est quand même un peu compliquée pour lui, parce que on peut considérer que même si ses propos n'étaient pas complètement clairs, mais la conférence de presse qu'il a tenue un peu avant ou pendant les manifestations est un peu incitative, et on peut imaginer... je ne concéderai pas la défaite. Absolument. Lorsqu'il dit il faut aller, il faut dire, il faut continuer à résister, etc. Ça, c'était quelques heures, c'était le 6. Eh bien, on pourrait considérer dans une procédure qu'il a incité, même si je ne suis pas convaincu de l'utilité de procédures judiciaires dans le contexte actuel, parce que ça mettrait plus du feu que ça mettrait de l'huile sur le feu. Mais vous savez, j'ai souvent dit que Donald Trump, en étant élu, ne s'est pas présidentialisé. Paradoxalement, son dernier discours de
de mandat, parce que c'est quasiment le dernier qu'il aura fait, le discours, l'intervention d'hier, et le discours qu'on aurait aimé avoir d'un président des États-Unis dès le début de mandat. Il a parlé de réconciliation, il a dit effectivement qu'un certain nombre de gens ne s'étaient pas bien comportés, qu'il allait y avoir des sanctions. Ben oui, mais ça vient un petit peu tard. Il a une responsabilité. Ah oui, non, mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Paradoxalement, son intervention vient tardivement. J'ajoute que pour la première fois, il a reconnu hier qu'il avait saisi la justice et que la justice avait tranché. Il a reconnu implicitement qu'il avait perdu. Bref. Pourquoi ce revirement aussi radical? Parce que je pense que il sent le vent du. Alors, je pense il y a effectivement la question judiciaire, mais pas seulement. Il y a aussi l'opinion publique nationale et internationale. J'ai été en ligne en permanence avec des républicains au cours de ces 24 dernières heures. Les républicains ne lui ont pas pardonné. Imaginez seulement que sa secrétaire, l'une de ses ministres, l'épouse du chef de l'ancien chef de la majorité au Sénat, a démissionné dans son propre cabinet. Les gens ont démissionné. Donc il est complètement lâché. Il a échoué sur la Géorgie, il a bien compris que les choses ne pouvaient pas passer, donc c'est vrai que à la fois judiciairement et politiquement, il a compris que les choses n'allaient pas. Les Américains, dans leur grande majorité, qu'ils soient démocrates ou républicains, ne lui auraient pas beaucoup pardonné ce qui s'est passé parce qu'il a un peu mis de l'huile sur le feu. Nathalie Cohen. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, on voit les républicains qui quittent le navire aujourd'hui. Donc voilà, il est acculé et en fait, je pense que finalement, c'est le fait d'être acculé, c'est à ce moment-là qu'il retrouve la raison. On a toujours l'impression d'un président qui est complètement hors sol et en fait, c'est en étant acculé qu'il retrouve la raison et qu'il fait ce discours. Donc c'est vrai que oui, il a 5 morts sur la conscience. Je suis tout à fait d'accord avec ça et voilà, et c'est effectivement 5 morts. Mais aussi peut-être pour récupérer. Parce qu'il est vraiment sur une ligne de crête, il a tout perdu d'une certaine manière avec ce qui s'est passé au Capitole. Et ce qu'on disait hier, ce qu'on évoquait, il est seul et le Trumpisme sans lui. Oui. Alors Gaspard Ganzer. Oui, mais je formule 2 hypothèses, et parce que Dieu soit loué, je ne suis pas dans sa tête, donc on peut réfléchir simplement de l'extérieur. La première, pour vous. Elle est très politique, c'est qu'on n'en a pas fini avec Donald Trump. Comme chacun sait, ici autour de sa table, a levé plusieurs dizaines de millions de dollars pour constituer ce qu'on appelle un Political Action Committee, c'est-à-dire un comité d'action politique pour continuer à faire de la politique au cours des 4 prochaines années. Donc, ce faisant, il apaise un peu et n'insulte pas l'avenir. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus triviale, c'est que Donald Trump est un joueur. Et en fait, quand il a perdu une main aux cartes, il pose son jeu, il prépare la main suivante. Je vais vous raconter une anecdote que vous avez tous en tête. Pendant 4 ans, quand Barack Obama était président des États-Unis, Trump était toujours en tête quand il s'agissait de dire que Barack Obama n'était pas américain et qu'il n'était pas né à Hawaï, comme il le disait, qu'il était né au Kenya, etc., et que donc il n'avait pas le droit d'être président des États-Unis. Il a répété ça ad nauseam pendant des mois et des mois. Et puis un jour, il a dit « Ah non, mais en fait, Barack Obama est américain, j'ai jamais dit ça, etc. » En fait, il n'a aucun problème à changer totalement d'avis parce qu'il sait que les citoyens sont devenus amnésiques, que la vitesse des réseaux sociaux fait que tout s'efface très vite et que même l'horreur de ce qui s'est passé hier peut s'effacer. Jackie ? Oui, je crois qu'il y a un point assez important, c'est que Donald Trump, comme certains hommes politiques, est plus fort en campagne que pour gouverner un pays. Et dans cette élection qui s'est déroulée... Oui et non, parce que ce qu'on a évoqué hier, c'est quand même des États-Unis qui économiquement sont plutôt bien sortis. Sont plutôt bien sortis, mais il est assez à l'aise dans ce rôle d'animateur de campagne. Et de cette campagne qui vient de se dérouler, il a quand même enregistré un point très important, c'est qu'il n'a pas perdu cette élection. Il a fait plus de 10 millions supplémentaires par rapport à 2016. Et sachant que, sans lui faire affront, M. Biden, et pas Kakoshim, mais presque, et que personne ne souhaiterait encore avoir Mme Kamala Harris prendre la suite, eh bien, il a encore la possibilité de devenir le créateur de ce nouveau parti républicain. Et jusque-là, il était l'animateur d'un soap opéra qui poursuivait le déroulement d'un scénario. Il a enchaîné l'épisode de trop là, sur le Capitole, et tout
ceux qui étaient en phase avec lui et qui souhaitaient continuer à jouer cette série de Trump, eh bien, se sont dit, là, on a fait une erreur gravissime avec cette séquence du Capitole. Il s'aperçoit que tout s'inverse et que tout est en train de s'écrouler, et notamment dans l'opinion. Et ce point-là est, de son point de vue, je pense, la preuve que quelque chose est en train de changer. Mais jusque-là, il était encore aux manettes de son point de vue. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas parce que Trump est en difficulté. Effectivement, l'intervention qu'il a faite hier, il aurait pu la faire après le processus judiciaire, c'est-à-dire aux alentours du 8 décembre, parce que c'était définitivement cuit, et là, il s'en sortait. Donc c'est vrai que Trump est en difficulté. Pour autant, l'électorat et le clivage américain est tel que ça, il a une base électorale qui va demeurer, et un certain nombre de ses partisans, et je suis d'accord pour dire qu'on aura vite oublié, en tout cas, certains expliqueront qu'il a condamné, etc. Donc on va l'excuser. Il s'est auto-excusé en faisant son intervention d'hier. Il a un électorat qui est compact, qui est important. Pour la suite, on verra s'il arrive encore à maintenir le leadership sur le parti républicain, en tout cas sur la base républicaine, ou si au contraire il y a des gens qui vont émerger. Qui sont ces supporters? Qui sont ceux qui ont manifesté au Capitole? Ceux qui ont manifesté, ce sont des types et des dames, parce qu'il y avait malheureusement quelques enfin malheureusement il y avait aussi des femmes, puisqu'il y en a une qui est décédée, mais ce sont parfois, pour certains, des gens qui viennent de groupuscules extrémistes. On a tout, on a des anciens du clan. Je parle de ceux qui ont manifesté. Je ne parle pas de ces électeurs, je parle de ceux qui ont manifesté. Ce sont des gens qui sont prêts à découdre. Le monsieur qui avait sa tenue de viking, visiblement c'est un activiste extrémiste. Il y a des anciens du clan, il y a des gens. Mais ce n'est pas l'électorat de Donald Trump qui a quand même récolté 78 millions de voix. 74 millions. Non, parce qu'il y a beaucoup. Parce qu'il a un électorat. Non, mais bien sûr, il faut être très attentif à cela. C'est pas 74 millions de tarés, attention. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là vont pas juste s'évaporer. Ce sont des gens qui parfois nous ont dit, écoutez, finalement l'économie se porte pas si mal. Il a résisté à la Chine, parce qu'il faut pas oublier, il a résisté à la Chine, et vous avez bien vu que lors de la convention démocrate, l'ensemble des démocrates se sont alignés sur la position, en tout cas de résistance, je dirais pas anti-chinoise, mais de résistance à la Chine, et ça ne changera pas. Donc il faut être très attentif, et en réalité Trump a perdu beaucoup parce que sa personnalité dès le départ, ce qui a fait sa capacité à bousculer les lignes pour être élu, eh bien ça l'a perdu, c'est sa personnalité. Malheureusement, c'est comme ça. Un auditeur nous dit les 5 morts vont être difficiles à oublier quand même. Hein. C'est ça. Gaspard Ganzer. Ça restera comme une tâche indélébile sur la fin de son mandat et son attitude fort peu républicaine au sens démocratique. Peut-être une remarque quand même sur la réalité de l'élection qui vient de s'écouler. On a beaucoup dit que finalement il avait peut-être pas perdu, etc. On l'a beaucoup entendu, et c'est vrai que lui a tout fait pour jeter le trouble sur cette élection. Mais les faits sont là et ils sont têtus. C'est une défaite nette et large dans le vote populaire, plusieurs millions de voix, l'écart est largement plus important que lors de la dernière élection et dans les élections précédentes, et net aussi dans le nombre de grands électeurs. Et puis, Donald Trump est le premier président depuis 30 ans à ne pas être réélu, ce qui est un camouflet, une humiliation pour lui. C'est aussi pour ça que jusqu'au bout, il a cherché à contester, parce que je pense qu'il est humilié, il n'aime pas perdre, et bien il a été battu par un homme de 78 ans qui le méprisait beaucoup. Il y avait George Bush père, qui n'avait pas été réélu. C'est vrai, on entend ça l'oublier. Jimmy Carter. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'était il y a 30 ans. Oui, bien sûr. C'était il y a 30 ans. Voilà. Oui, non, mais Gaspard Ganzer a complètement raison en disant il y a un moment donné, il faut être démocrate. Il a été battu aux élections, et ça, il ne faut pas le négliger. Et pour la suite, on verra. Est-ce qu'il peut rebondir en 2024? Question de nos auditeurs également. Tout est toujours possible. Tout est toujours possible en politique. On ne sait pas comment seront. Là encore, quels seront les leaders du Parti républicain? Quelle va être la position d'un Cruz? Vous savez, les États-Unis ont aussi cette capacité.
on a montré que nous aussi on savait faire en France, mais les États-Unis ont les Américains ont cette capacité de faire émerger une personnalité assez nouvelle. C'était le cas pour Obama, c'était le cas pour Clinton, dans un délai assez rapide. Donc on peut très bien voir quelqu'un qui émergerait et qui saurait tirer cette... Est-ce que lui a une chance? Il est assez âgé, c'est vrai que ça rentre, c'est un point qui rentre en compte. Bien sûr. Revanche, de dire qu'il a perdu nettement, moi je divergerais sur ce point-là. Je pense que sans le Covid, tout le monde le sait, voilà. Mais ce sont des signes noirs, parlons de ce terme-là. Mais c'est vrai qu'il a créé quelque chose qui était impensable, qui s'est structuré, qui s'est consolidé, qui a rallié l'ensemble des grands acteurs dont certains le conspuaient au départ, et qu'il a quand même, il aura un héritage. Ted Cruz joue cette carte-là. Mais parce que cette Amérique divisée, elle existe. C'est pas mais Trump depuis qui l'a fait. Huntington, elle a été décrite dans les ouvrages d'Huntington. Nathalie, vous pensez que 2024, il peut rebondir? Moi, oui, s'il arrive à retrouver ses comptes sur les réseaux sociaux. Ah oui, on l'a pas évoqué. On l'a pas évoqué. Effectivement, ça faisait partie de nos sujets, mais comme on en avait parlé un peu dans les médias, mais c'est vrai que oui, les comptes Facebook bloqués, on va voir ce que ça va donner. Et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de parler des coûts de la consommation d'électricité. Donc on va aujourd'hui, on vous demande c'est assez lunaire effectivement. RTE, gestion du réseau électrique, nous demande. Bah oui, c'est peut-être que les éoliennes ne tournent pas. Je m'empresse d'aller couper le chauffage à la maison. Allez, merci à vous, merci à tous les quatre. Très bon week-end. Dans un instant, André Berkoff. Et on se retrouve lundi. Très bonne journée.